y a 19 ans, l'aube du jugement dernier a sonné. Le Seigneur des Ténèbres et son armée avaient pris d'assaut le château de Poudlard, le mettant ainsi à feu et à sang. Mais après avoir gagné la guerre contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom, sorciers et sorcières ont rebâti un monde nouveau et ont fait de Poudlard la plus grande et prestigieuse école de sorcellerie et de magie de tous les temps. Cette histoire fut par la suite contée aux élèves et nouveaux sorciers pendant des années durant, mais elle n'a jamais expliqué ce que Harry Potter avait fait de la baguette de Suro. Une question restait alors en suspens: où se trouve la baguette la plus puissante du monde? Vous venez de faire tomber le livre là? Pourquoi vous avez fait ça? La salle sur demande est une pièce gardée secrète, cachée dans l'ensemble du château de Poudlard. La légende raconte qu'elle n'apparaît que lorsqu'on en a vraiment besoin. Parfois elle est là, parfois elle n'y est pas. Mais quand elle apparaît, elle contient toujours ce que l'on cherche. Viens voir. Allez, viens voir. Putain, mais c'est quoi tous les mégots là? T'as fumé combien de cigarettes? Je sais pas, au bout de 2 paquets, j'arrête de compter, franchement. C'est vrai que le fils Potter s'est devenu un serpentard? Ouais. Oh la merde. Ah, je suis presque déçu de pas être là pour voir ça, tiens. Comment ça? T'as pas toujours été là? Tu t'es fait virer avant? Ouais, avant j'étais posé dans l'escalier sud. Tout allait bien, j'étais avec mes potes et tout. Sauf qu'un jour... Du coup, ça te dérange si je commence? Parce que, enfin, je sais pas si t'es occupé, ce que tu fais en ce moment, mais... Alors moi, tu sais, ça va faire 30 ans que j'ai pas vu une seule meuf. Ça commence à démanger. Ah, la saga Harry Potter, des films incontournables, des classiques du cinéma. L'exemple parfait d'un récit développé sur plusieurs volets, mais dont aucun opus n'a le malheur d'être foncièrement mauvais ou en dessous des autres. La saga est mythique, et son empreinte au sein de l'industrie du cinéma est restée intacte. À l'origine écrit par une autrice britannique du nom de Joanne Rowling, plus connue sous le diminutif J.K. Rowling, l'univers d'Harry Potter n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur au fil du temps. De 1997 à 2007, elle rédigera la totalité des 7 romans qui racontent l'histoire d'Harry Potter et sera, au début des années 2000, grâce au succès d'Harry Potter et la Coupe de Feu, contactée par un réalisateur très connu afin de réaliser le premier film de l'adaptation cinématographique d'Harry Potter. Et si je vous dis qui est ce fameux réalisateur, vous n'allez penser qu'à ça. Alors pour votre bien et celui de la bonne tenue de cet épisode, je vous le dirai un peu plus tard. Retenez juste que ce réalisateur voulait que le personnage d'Harry Potter soit interprété par Haley Joel Osment et que J.K. Rowling a refusé, ne voulant que des acteurs anglais pour jouer le rôle, et causant ainsi le départ du réalisateur car pour lui c'était ça ou rien. De nombreux autres cinéastes postuleront par la suite, toujours dans l'optique de réaliser le film, dont Robert Zemeckis. Robert Zemeckis? Elle a refusé Robert Zemeckis. Vous savez ce qu'il a fait Robert Zemeckis dans sa carrière? Es-tu complètement con du cul pour refuser Robert Zemeckis? Mais tous seront donc refusés par l'autrice. Tous, sauf Chris Columbus. Oui?
Elle a refusé le mec qui a fait l'un des plus beaux films de toute l'histoire du cinéma pour à la place prendre celui qui a fait Maman j'ai raté l'avion. Et qu'on soit bien d'accord, j'adore Maman j'ai raté l'avion, vraiment. Mais quand même quoi. Et tenez, le réalisateur dont je vous ai parlé il y a 30 secondes et à qui elle a dit non, c'était Steven Spielberg. Steven Spielberg, la meuf ne fait que des choix de merde. Et en même temps, est-ce que c'est si terrible que ça? Je veux dire, au-delà des noms, que dis-je, des monuments que représentent Robert Zemeckis et Steven Spielberg dans le monde du cinéma, en vrai, ce sont juste deux mecs à qui on demande de réaliser des trucs selon leur vision à eux. Donc en théorie, ça marche pour tous les réalisateurs, d'autant plus que pour avoir vu la plupart des films de Chris Columbus, en passant également par I Love You, Beth Cooper ou encore par Pixel, ces films sont très cool, voyez-les. Et bah, je sais à peu près comment est-ce que le bonhomme réfléchit, et je dois bien avouer que j'aime plutôt bien sa façon de filmer. Il était par ailleurs apparemment très doué pour ce qui est de diriger des enfants acteurs, ce qui, qu'on se le dise, est plutôt pratique quand les 3/4 de ton casting sont des gosses. Et maintenant tout est clair, passons à Harry Potter 1. Sorti le 16 novembre 2001 en salle dans les pays anglophones, Harry Potter and the Philosopher's Stone, très maladroitement traduit en français par L'école des sorciers, est un film de fantasy britanno-américain réalisé par Chris Columbus. Il nous raconte l'histoire d'un jeune orphelin nommé Harry Potter qui, le jour de son 11e anniversaire, va découvrir grâce à la venue d'un demi-géant du nom de Hagrid qu'il possède des pouvoirs magiques et qu'il est promis à deux grandes choses. Il part donc étudier à Poudlard, une école de magie et de sorcellerie principalement dirigée par Albus Dumbledore, considéré comme le plus grand sorcier de sa génération. Harry rencontre ses nouveaux amis, Ron Weasley et Hermione Granger, aux côtés desquels il apprend à maîtriser la magie et avec qui il se retrouve impliqué dans le mystère de la pierre philosophale. D'où le nom. C'est pour ça que j'ai dit très maladroitement, parce qu'en fait c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Alors ok, le film nous introduit l'univers d'Harry Potter et nous présente un certain nombre d'éléments et de personnages qui vont revenir plus tard dans la saga. Mais le film passe pas 2h30 à expliquer des trucs non plus, de la même manière qu'Harry Potter passe pas 2h30 à découvrir des trucs, sinon ça serait super chiant à force. La phase de découverte et d'appréhension du monde magique, elle fait genre 1 heure dans le film, mais le reste est bel et bien dédié au développement de l'intrigue sur la pierre philosophale. Ce qui prouve bien que la traduction du titre est pas complètement hors sujet, elle est juste... Ah mais pourquoi vous faites ça en fait? Je comprends pas. Vous savez, ça me rappelle les fameuses traductions québécoises, hein. Cars, ils ont appelé ça les bagnoles. American Pie 2, ils ont appelé ça Folie de graduation 2. Folie de graduation 2, sérieusement? Titanic, ils étaient à 2 doigts d'appeler ça, oulala, elle est pas chaude. Vraiment, je pense qu'il faudrait arrêter de faire ça. Venez, on crée un truc, une pétition, on écrit sur une brique de lait ou sur un cul, ce que vous voulez, mais on fait en sorte que ces traductions à la con n'existent plus. Enfin bref, le film est donc sorti il y a 22 ans, et la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est à ses effets spéciaux. Et on ne va pas les juger en fonction du regard qu'on en a aujourd'hui, mais uniquement en fonction du regard que les gens en avaient à l'époque. Pour rappel, le film est sorti en 2001, soit seulement 8 ans après Jurassic Park, soit en 1993. Et Jurassic Park, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est LE film qui a révolutionné les effets spéciaux au cinéma. Produit en partie par ILM, la société d'effets visuels fondée par George Lucas à l'époque de la sortie du premier film Star Wars, on en avait parlé et je vous renvoie à l'épisode de vidéothèque dédié à ce sujet, Jurassic Park, premier du nom, a littéralement fait péter un câble aux cinéastes de l'époque, parce que c'était vraiment du jamais vu. C'est grâce à ce film que les effets spéciaux ont été démocratisés, mais surtout c'est grâce à lui que notre cinéma actuel est tel qu'on le connaît. Et en 2001, on n'était pas plus avancé que ça, certes l'arrivée du numérique et l'évolution des ordinateurs permettront à des films comme Titanic d'exister, mais c'était pas trop ça non plus. Il y a qu'à voir le premier film Harry Potter pour se rendre compte que... bah ouais, c'est moche quoi. Alors quand ton film est à 90% composé de pouvoirs magiques, de monstres et de décors démesurés, il faut innover. Et surtout, il faut faire preuve d'ingéniosité. Pour filmer tous les plans sur le château de Poudlard, par exemple, les effets numériques auraient coûté trop cher. Donc, il a fallu construire de toutes pièces une maquette de ce dernier pour tourner les plans nécessaires et y ajouter quelques effets pour compléter. C'est la même chose pour la scène du troll, pour laquelle on a utilisé des robots animatroniques, comme quand Harry attrape le bras du troll, et des effets numériques pour que le rendu paraisse plus réaliste. Et pour l'époque, il faut bien l'avouer, c'était ultra ingénieux. Avec le temps, et grâce au progrès technologique, la saga gagnera donc en qualité d'effets visuels, et passera alors d'une maquette du château de Poudlard dans les premiers films à une version 3D numérique dans les derniers. C'est le 5e opus qui permettra cette évolution en utilisant la première pièce entièrement faite en numérique de toute la licence. Néanmoins, si la saga est encore aujourd'hui toujours aussi culte et populaire, c'est en un premier temps grâce à ses personnages principaux auxquels on reviendra plus tard, mais aussi et surtout grâce à ses différents réalisateurs qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice et qui nous ont offert toutes ces visions différentes de ce même univers. La saga porte en son nom 4 réalisateurs différents répartis sur 7 films. Les 2 premiers, réalisés par Chris
Chris Columbus montre au spectateur une vision très enfantine d'Harry Potter. Les enjeux restent assez légers, bien qu'énonciateurs des terribles événements qui auront lieu par la suite, et la réalisation semble amener au devant de la scène et du récit le fameux Golden Trio composé de Harry, Ron et Hermione. La caméra étant très souvent à hauteur d'enfant, très proche de ses personnages, plutôt académique mais très efficace. Les dialogues sont soit filmés en champ contre champ, soit filmés en plan moyen de façon à ce que les trois personnages principaux semblent unis et forment un ensemble. Plan large pour insister sur la grandeur d'un élément, insert sur tout objet important, plongé pour insister sur la vulnérabilité d'un personnage et contre-plongé pour insister sur la menace que représente un personnage, bref. J'adore les deux premiers Harry Potter. Vraiment, je pense que je leur bouffe la queue. Mais c'est à partir du troisième volet que Chris Columbus donnera sa place à Alfonso Cuarón après avoir été très sévèrement atteint d'un burn-out. Et là, tout change. Le récit nous plonge dans une version bien plus sombre que ses deux prédécesseurs et nous montre que rien ne sera plus jamais pareil. Dès lors que le troisième volet prend place, la saga prend quant à elle un tournant majeur. Et pour preuve, après le 3, c'est le 4. Non. Si. Mais non. Si. Et dans le 4, c'est l'arrivée de Voldemort. Et je pense sincèrement que grâce au 3, son arrivée a été rendue plus crédible et plus iconique. Imaginez juste l'arrivée de Voldemort filmée à la manière des deux premiers volets. Honnêtement, je pense que ça aurait pas été pareil, et je sais bien que Voldemort apparaît dans le premier film, mais juste histoire de comparer, introduction de Voldemort dans le 1, introduction de Voldemort dans le 4. Ouais, c'est pas la même chose quand même. Et tenez, puisqu'on est en train de parler de Voldemort, vous le trouvez pas claqué en vrai? Je vais démarrer, toi. Je vais être honnête, j'aime pas Voldemort, et c'est pas juste parce que dans la saga il est censé être détestable, hein. Je l'aime pas parce que je le trouve inintéressant et vide. Mis à part le visuel du personnage, qui je dois bien l'admettre est très très cool, j'adore sa simplicité, et puis ta spontanéité montre bien que t'es un mec comme ça, Voldy. Le reste est pas foufou, et je suis désolé, mais selon moi en tant que méchant, il fait pas peur. À aucun moment j'ai vraiment flippé pour les personnages principaux, je veux dire, quand tu demandes aux gens de leur citer les 10 méchants les plus iconiques du cinéma, je suis sûr que tu retrouves Voldemort dans le lot, alors qu'en vrai il est pas ouf, et pour moi si aujourd'hui il est toujours aussi culte, c'est juste parce que c'est le méchant d'Harry Potter. Alors que Dark Vador ou le Joker, ils sont marquants non pas uniquement parce qu'ils proviennent de Star Wars ou encore de l'univers de Batman, ils sont marquants parce qu'à eux seuls, ils crèvent l'écran avec un charisme et une prestance que nul ne peut égaler. Néanmoins, même si l'antagoniste principal de la saga est pas foufou, il y a un certain nombre de personnages qui relèvent un peu le niveau. Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Hagrid, McGonagall, Molly, Drago ou encore mon personnage préféré, le professeur Severus Rogue, toi je t'aime toi. Tous ces personnages sont géniaux et ce qui les rend d'autant plus attachants, c'est le fait de les voir grandir pour certains et vieillir pour d'autres. Harry Potter est une des rares sagas qui a vu ces mêmes acteurs interpréter des personnages qui lui sont propres pendant plus de 10 ans. Certains d'entre eux dérogeront bien évidemment à la règle, comme par exemple Richard Harris, l'acteur jouant Albus Dumbledore, qui ne fera que les deux premiers avant d'être remplacé par Michael Gambon à la suite de son décès. Mais globalement, tous restent les mêmes. Et c'est génial parce que ça rend vraiment l'expérience encore plus immersive et intense. En fait, quand vous regardez les films Harry Potter, vous évoluez en même temps que le héros. Avec Harry, vous affrontez vos peurs, vos doutes, vous découvrez l'adolescence, en souffrez ou la chérissez, et une fois que vous pensez en avoir suffisamment appris sur votre vie et sur notre monde si vaste, vous en créez une autre. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est donc une introduction magique et fantastique à cette saga mythique. Je porte ce premier film dans mon cœur parce que c'est avec lui que j'ai découvert de nouvelles possibilités de cinéphilie. Je suis passé à côté de la saga pendant plus de 15 ans, mais un jour, au beau milieu de mon adolescence, j'ai décidé de la regarder pour la toute première fois de ma vie, et j'ai adoré. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais les décors, l'histoire, les personnages, tout ce qui constitue le lore d'Harry Potter a été une révélation pour moi. Et je pense sincèrement que pour tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle peut apporter à un amateur de la licence, c'est une des 3 plus grandes sagas de toute l'histoire du cinéma à voir une fois dans sa vie. Alors, on regarde quoi la prochaine fois ? Bon, bah, moi j'aurais eu de la visite. Hein. C'est de la merde ça. Ah!
Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Putain, entre l'autre connard avec son diadème là. Mais attends, t'es Harry Potter. Mes couilles ma... J'ai demandé à être muté, moi. Oh ouais, putain. Où est-ce que je pourrais être muté? Los Angeles, la cité des anges. Et de la coke, accessoirement. C'est pas mal.